C'est une véritable course contre la montre. Nous devons encore réunir environ 190 000 € pour sauver TV Liberté du piège bancaire qui nous a été volontairement tendu. Mais la mobilisation a déjà commencé grâce à vous. Plus d'un tiers de la somme est acquise. Cela prouve une chose, nous pouvons y arriver. Ensemble, c'est possible. Chaque don nous rapproche de la ligne d'arrivée. Et TVL est à la croisée des chemins. Ou bien nous plions sous le poids de l'injustice, ou bien nous tenons bon et montrons que rien n'éteint une volonté populaire, dissidente, déterminée. Nous refusons de céder, nous refusons de disparaître. L'heure est donc à l'action. Un don maintenant, c'est un souffle d'oxygène. C'est un signal de soutien amical. TVL est votre chaîne. Protégez-la. Faites un don. Défendez votre liberté. Chaque euro compte, chaque minute aussi. Merci pour votre énergie, votre solidarité et votre confiance en nos combats communs. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE au cœur de la dernière réunion de l'OTAN. La Hongrie fête encore de la résistance. La fin de semaine a également été marquée par les marches communautaires dites des fiertés, avec cette année une dimension très européenne à l'extrême gauche. Et enfin, la météo comme obsession saisonnière. Les fortes chaleurs entraînent avec elles leur lot de déclarations entre catastrophisme et infantilisation et dévoilent également un peu plus le déclassement du pays. Le bras de fer entre la Hongrie et l'UE se poursuit au sujet de la question de l'adhésion accélérée de l'Ukraine. Ce sujet était au cœur des débats lors de la dernière réunion de l'OTAN. Nicolas de Lamberterie. Deux sujets de crispation étaient au cœur du dernier sommet de l'OTAN, qui s'est tenu à La Haye aux Pays-Bas en fin de semaine dernière, et voyait les dirigeants européens et américains se rencontrer, réunion à laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky était également convié. D'une part, les relations tendues entre l'Union européenne et les États-Unis, sur fond de tensions commerciales entre Bruxelles et Washington, et d'autre part, la question russo-ukrainienne, avec au milieu de cette thématique la position hongroise. Depuis 2014, les relations entre la Hongrie et l'Ukraine sont tendues en raison de la suppression du droit des minorités nationales par le pouvoir ukrainien issu du Maïdan, ce qui visait la minorité russophone du pays, mais a également impacté les autres minorités nationales, dont la minorité hongroise de Transcarpathie. La guerre à grande échelle russo-ukrainienne entamée en 2022 a augmenté d'un cran les tensions entre Kiev et Budapest, notamment sur les questions énergétiques. La Hongrie a souvent été accusée d'agir en cheval de Troie de la Russie au sein de l'Union européenne, même si en parallèle beaucoup de faits sont peu connus du public, à commencer par le fait que des pays comme la France n'ont jamais autant importé de GNL russe qu'actuellement, tandis qu'à l'exception du transit de gaz russe par la Turquie et le gazoduc Turkish Stream, il n'y a plus d'importation de gaz par gazoduc, moyen beaucoup moins onéreux. Depuis le début de la guerre en 2022, Bruxelles a inlassablement pour objectif de favoriser l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne via une procédure accélérée avec en ligne de mire 2029 ou 2030 comme date d'adhésion. Une perspective qui rencontre l'opposition bruyante de la Hongrie de Viktor Orban, qui a lancé en début d'année une consultation nationale des Hongrois à ce sujet, avec sans surprise des résultats sans équivoque, puisque plus de 2 millions de Hongrois se sont prononcés contre une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, soit plus de 95% des suffrages exprimés. Alors les personnes qui ont voté contre sont bien plus nombreuses que celles qui ont voté pour la liste d'opposition unie en 2022. C'est clairement un bon signe pour le gouvernement à maintenant quelques mois du prochain scrutin. Autre point positif pour le gouvernement, c'est que cette consultation nationale a mobilisé largement plus de 2 fois d'électeurs que la consultation qu'avait organisée Peter Magyar, donc désormais le principal opposant à Viktor Orban. Peter Magyar avait lui aussi tenté de faire en sorte qu'une consultation sous forme de formulaire lui permette d'augmenter ses soutiens au sein de la société hongroise. Parmi les questions qu'il avait soumises aux Hongrois, il y avait aussi une question donc sur l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne, et il
il faut savoir qu'à cette question, une courte majorité s'était prononcée en faveur de cette adhésion à l'Union européenne. Il faut insister sur le fait que ce soit une courte majorité. Cela veut donc dire que même au sein de l'opposition, il n'y a pas de majorité claire et écrasante pour un soutien à l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui veut dire que de ce point de vue-là aussi que le Fidesz et le gouvernement mené par Viktor Orban ont en quelque sorte la main sur les thématiques importantes en ce moment au sein du débat public hongrois, puisque de la même manière qu'il y a une dizaine d'années, l'immigration était une question qui emportait l'adhésion bien au-delà des troupes du Fidesz, eh bien c'est exactement la même chose sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en thématisant sur cette question ukrainienne, les forces pro-gouvernementales entendent créer des cassures au sein de l'opposition. Reste désormais à voir comment ce bras de fer, fatalement inégal, va se poursuivre entre Budapest et Bruxelles. On se souviendra qu'en janvier 2024, la Hongrie avait été menacée de subir des attaques boursières dévastatrices si elle maintenait son veto à un paquet d'aide à l'Ukraine de 50 milliards d'euros. Et après un mois d'opposition, Orban avait fini par céder, tout en obtenant symboliquement le découpage et la révision étape par étape du versement de cette aide. Outre les pressions économiques, outre le gel illégal des fonds structurels destinés à la Hongrie, il reste désormais deux cartes que Bruxelles peut jouer. Soit tordre le bras une fois de plus au traité européen et trouver un moyen de priver la Hongrie de son droit de vote et donc de veto, soit mobiliser tout ce qu'elle peut pour favoriser la victoire de l'opposition lors des prochaines élections législatives du printemps 2026. En clair, malgré le retour au pouvoir de Trump outre-Atlantique, ce qui a certes réduit la pression américaine sur la Hongrie, mais n'a pas pour autant offert un élan particulier à Budapest, les tensions Bruxelles-Budapest seront assurément très élevées jusqu'aux prochaines élections de 2026. En Hongrie, toujours, Bruxelles et la gauche affrontent le gouvernement Orban en appelant à enfreindre sa législation. L'arme utilisée était une manifestation LGBT. Renaud de Bourleuf. Une internationale LGBT pour s'ingérer en Hongrie et combattre une dictature imaginaire. Samedi à Budapest, la Gay Pride a rassemblé une foule importante, 100 000 personnes selon la police, 200 000 pour les organisateurs. Une mobilisation qui ne trompe personne. La manifestation était une attaque contre le Premier ministre Viktor Orban qui l'avait interdite. Rappelons que depuis 2021, la loi hongroise proscrit la promotion de l'homosexualité ou de la transidentité auprès des mineurs, une loi qui vise avant tout à préserver des dérives pédocriminelles. D'autre part, en avril dernier, un amendement a ajouté dans la constitution hongroise l'existence des seuls genres masculins et féminins et la primauté du droit des enfants sur tous les autres. Cette législation a donc rendu possible l'interdiction de la Gay Pride et de ces images difficiles à supporter pour les plus jeunes. Mais le maire écologiste de Budapest, Gergely Karacsony, a décidé de passer outre et la manifestation a eu lieu en toute illégalité. Dans ce pays où les médias mainstream d'Europe de l'Ouest parlent de dérive ou de recul des droits, plusieurs milliers de personnes ont pu défiler en bafouant la loi sans être inquiétés. Certains affichaient même des pancartes et des images insultant directement le Premier ministre. Mieux encore, Viktor Orban avait, au préalable, écarté toute intervention directe de la police. Il avertissait tout de même que des sanctions légales pourraient suivre. Mais pas de doute, les résistants en herbe n'ont pas pris beaucoup de risques. Le maire Gergely Karacsony a pu provoquer ouvertement le chef de gouvernement en fin de manifestation. Des opposants Viktor Orban s'y sont rendus, mais il ne s'agissait pas forcément de ceux auxquels on pourrait naturellement s'attendre. En effet, le député européen PPE Péter Magyar ne s'est pas déplacé en personne, préférant soutenir la manifestation à distance, un soutien discret qui peut aussi s'expliquer par de l'électoralisme. En effet, Péter Magyar, homme politique attrape-tout, doit éviter de froisser les voix conservatrices s'il veut espérer l'emporter face à Viktor Orban lors des législatives de 2026. Beaucoup d'opposants venaient de France. Ainsi, Valérie Hayé et Manon Bry, respectivement chefs de file au Parlement européen de Renew et du groupe de la gauche, se sont affichés ensemble à Budapest. À croire que macronistes et mélenchonistes sont des adversaires quand ça les arrange. Participer à cette Pride, comme je vais le faire avec des dizaines d'autres parlementaires européens du centre, de la gauche et de la droite, c'est un acte de résistance. Parmi les autres résistants, on comptait notamment les eurodéputés socialistes Raphaël Glucksmann
et Chloé Ridel qui a annoncé sa participation à la marche lors d'une séance au Parlement européen. Dans mon pays, la France, on entend souvent dire l'extrême droite, on n'a jamais essayé. Alors je recommande à mes concitoyens qui sont de cet avis de regarder ce qu'il se passe dans la Hongrie de M. Orban. La liberté de la presse a disparu, les chercheurs sont censurés et pourchassés. Qu'en est-il des travailleurs? L'extrême droite hongroise serait-elle au service des plus modestes? Certainement pas. En 2019, Orban a donné la possibilité aux employeurs d'exiger de leurs salariés, qui sont déjà soumis à un rythme de 40 heures de travail par semaine, de pouvoir travailler jusqu'à 400 heures supplémentaires par an. La Hongrie est aussi le cheval de Troie de Vladimir Poutine en Europe et d'ailleurs, elle la prend en exemple quand elle s'attaque aux personnes homosexuelles qui sont continuellement discriminées et pointées du doigt pour ce qu'elles sont, qui n'ont plus le droit au mariage et qui sont même désormais interdites de manifestations et de réunions. Pas d'inquiétude pour elle, après être venue dans ce pays terrifiant, elle a pu repartir en toute sécurité. Même le gouvernement français était indirectement de la partie. Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, ont indiqué au préalable que Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+, représentera officiellement le gouvernement français lors de cette marche en signe de soutien et d'engagement de la France. Le tout chapeauté par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Je veux exprimer mon soutien total et ma solidarité à la marche de Budapest et à la communauté LGBTQI+. Marcher pour vos droits est une liberté fondamentale. Un appel à bafouer la législation d'un État souverain, à croire que la marche des fiertés n'est plus une fierté de revendiquer telle ou telle orientation, mais plutôt une fierté d'avoir su instaurer une structure européiste mondialiste. Il fait chaud et la France fond dans l'impréparation et la panique avec la vague de chaleur estivale. Le déclin matériel et moral du pays est mis en lumière avec un fort indice UV. Le préfet de police va prendre dans les heures à venir, très rapidement, 2 mesures qui vont s'appliquer dès demain. La première, c'est de diminuer de 20 km/h la vitesse à l'intérieur de ce périmètre-là. Et la seconde, c'est de limiter pour interdire au plus de 3,5 tonnes pour éviter précisément les pollutions et les problèmes qui sont liés à la canicule. Ne serait-ce pas là les déclarations éclairées et indispensables d'un présidentiable? Dimanche, Bruno Retailleau a annoncé des petites mesures pour faire face à la vague de chaleur dans un climat médiatique obsessionnel. Entre les complaintes de ceux qui ont trop chaud et les obsédés du climat qui s'auto-congratulent en affirmant qu'ils avaient prévenu de cette fin du monde imminente, la France est cernée par une panique aussi futile que stérile. En effet, depuis le 19 juin, une vague de chaleur, qui serait sans précédent, touche la France avec 84 départements placés en vigilance orange canicule par Météo France ce lundi. Seule une bande côtière de la Bretagne au Pas-de-Calais échappe à ces chaleurs. Les températures, elles, dépassent souvent 35 degrés, atteignant même 40,9 degrés en Ardèche. Ce dôme de chaleur, qui nous permet au moins de parler d'autre chose que le fameux dôme de fer au Proche-Orient, est un anticyclone bloquant l'air chaud qui devrait culminer mardi et mercredi avec des maximales frôlant les 41 degrés. Cette situation panique le ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher qui a donné sa petite leçon statistique. Aujourd'hui, 84 départements ont été placés en vigilance orange, ce qui est inédit en termes d'ampleur de cette canicule. Nous sommes donc préparés, beaucoup plus que nous l'étions il y a 20 ans. Beaucoup plus préparés, mais alors pas franchement à la hauteur. En effet, ces fortes chaleurs exposent les failles structurelles du pays, particulièrement dans les écoles où l'inadaptation du bâti scolaire aggrave les conditions de travail pour élèves et enseignants. Dans de nombreux établissements, les salles de classe se transforment en étuves avec des températures dépassant parfois 35 degrés. Face à cette crise, environ 200 écoles publiques sur 45 000 ont opté pour une fermeture partielle ou totale les 30 juin 1er et 2 juillet. L'ancien Premier ministre Elisabeth Borne, qui décidément n'arrête pas de prendre de la hauteur, s'est transformée pour l'occasion en conseillère fraîcheur sur la télévision publique. C'est notamment d'éviter les pièces qui sont le plus exposées, c'est d'éviter aussi les entrées d'air chaud, c'est de veiller à l'hydratation des élèves. Ça valait bien la peine de faire Polytechnique pour finalement en arriver à donner des conseils de dame pipi sur le plateau de France 3. Au-delà de la com radée pâquerette des élus et ministres se trouve une réalité, le délabrement du bâti, notamment scolaire, avec des bâtiments vétustes, inadaptés à la chaleur. Ajoutez à cela des enseignants dépassés et la fin de l'année va être un peu anticipée dans plusieurs établissements du pays.
Outre les écoles, ce sont les transports et tout particulièrement la SNCF qui est affectée avec de nombreux retards sur les grandes lignes notamment, témoignant d'une incapacité d'adaptation, faute de moyens techniques ou humains. Alors que nos dirigeants jouaient il y a peu au va-t-en-guerre à l'Est, le pays semble aujourd'hui complètement déstabilisé par une simple vague de chaleur. Il faudra peut-être veiller à moins communiquer et agir un peu plus pour se préparer aux années à venir. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Kader pour remplacer Mamie. Gérald Darmanin propose de transformer des EHPAD fermés en prison pour lutter contre la surpopulation carcérale en France. Le ministre de la Justice a défendu cette idée originale ce lundi et entend ainsi créer des établissements adaptés à la dangerosité des détenus. Il distingue les profils à haut risque comme les narcotrafiquants des détenus moins dangereux pour lesquels des prisons à taille humaine seraient envisagées. Une prison de haute sécurité ouvrira le 31 juillet à Vendin-le-Vieil et une prison modulaire de 80 places sera livrée à Troyes en 2026. Par ailleurs, Darmanin suit toujours la volonté d'Emmanuel Macron de louer des places de prison à des pays voisins comme l'Espagne ou l'Allemagne, malgré des obstacles juridiques à lever. Les candidatures folkloriques se multiplient pour 2027. Après les rumeurs Michel-Édouard Leclerc et Teddy Riner, c'est le ministre Aurore Bergé qui pointe le bout de sa truffe. Contrairement à Édouard Philippe, celle-ci assume l'héritage d'Emmanuel Macron et prône des primaires avec ses alliés. Dans un entretien au JDD paru dimanche, celle qui avait fait la tournée des popotes à droite avant de tourner sa veste vers le macronisme, affiche ses ambitions pour la présidentielle de 2027. Empêtrée dans une vilaine polémique sur la gestion des crèches, elle est visée par une information judiciaire pour faux témoignage, ouverte par la Cour de justice de la République en janvier 2025. Nouveau cas d'intoxication alimentaire dans l'Aisne. Dimanche, la préfecture a annoncé qu'un enfant était touché par des symptômes digestifs sévères. Rappelons que depuis le 12 juin, 29 personnes, dont 28 enfants, ont subi une intoxication alimentaire et qu'une fille de 11 ans est décédée. Mais dans le dernier cas, il ne s'agirait pas de la batterie E. coli. Reste que les habitants de l'Aisne vivent dans l'inquiétude et certains disent ne plus oser acheter de la viande. Ce lundi, le rayon boucherie d'un supermarché, fermé préventivement, a repris son activité tandis que 5 autres établissements, dont 4 vendant de la viande halal, restent suspendus. La France, encore piétinée par Alger. Dimanche, le journaliste du magazine SoFoot, Christophe Glaze, a été condamné à 7 ans de prison ferme par un tribunal algérien. Rappelons qu'il avait été arrêté en mai 2024 et qu'on lui reprocherait des contacts avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, considéré par les autorités algériennes comme une organisation terroriste. Il aurait plus précisément été en relation avec le club de football de Tizi Ouzou, qui aurait des liens avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Alors que l'écrivain binational Boualem Sansal est toujours incarcéré en Algérie et risque 10 ans de prison, la nouvelle riposte graduée de Paris devrait arriver. Ce qui n'est pas rassurant pour Christophe Glaze. Dans le journal très marqué à gauche, Séchine a évoqué une prétendue menace de l'extrême droite dans le football et sa bienveillance servile à l'endroit de l'Algérie et des Algériens. Actualité internationale en bref. Peine de mort pour les criminels. Le Japon ne transige pas avec la justice. Vendredi, Takahiro Shiraishi, surnommé le tueur de Twitter, a été exécuté par pendaison au Japon, marquant la première application de la peine capitale depuis juillet 2022. Âgé de 34 ans, il avait assassiné et démembré 9 personnes, principalement des femmes, en 2017, après les avoir ciblés sur le réseau social devenu X. Shiraishi contactait des internautes exprimant des pensées suicidaires, leur proposant de les aider ou de mourir avec eux. Ces crimes, incluant vol, viol, meurtre et mutilation, ont choqué le pays. Selon le ministre de la Justice, Keisuke Suzuki, l'exécution a été ordonnée après une réflexion approfondie en raison de la gravité des actes motivés par des désirs sexuels et financiers. Les corps des victimes avaient été dissimulés ou jetés. Le Canada se dégonfle un peu face à Trump. Ottawa abandonne sa taxe sur les géants du numérique pour relancer les négociations avec Washington. Dimanche, le ministre de l'économie du pays a annoncé l'annulation de sa taxe sur les services numériques visant Google, Meta, Microsoft et Apple dans l'espoir de reprendre les négociations commerciales avec les États-Unis, suspendues par Donald Trump l'avant-veille. Cette décision intervient après que le président américain a qualifié la TSN, la fameuse taxe, de coup direct et évident contre les intérêts américains. La taxe, initialement prévue pour entrer en vigueur le 30 juin, devait générer des revenus à hauteur de 7,2 milliards de dollars canadiens sur 5 ans. Encore une découverte sur le 6e continent. Au mois de juin, la banquise de l'Antarctique a été très basse, avec une étendue parmi les plus faibles jamais observées. Mais au début de l'année 2025, des chercheurs ont découvert un immense réseau d'eau douce.
En effet, la glace exerce une telle pression sur le sol que, par endroits, elle fond à sa base. Cela forme des poches d'eau liquide qui s'écoulent dans des canaux naturels, une découverte qui permet de mieux identifier les zones les plus vulnérables. Je me suis dit que j'allais tenter le coup et voir où j'allais atterrir, et je suis super content de la façon dont cela s'est terminé. Les Américains l'emportent à domicile. Olson et Hall s'imposent à la mythique course Western States 100, tandis que le champion espagnol Kilian Jornet prend la 3e place. Samedi, Caleb Olson et Abby Hall ont créé la surprise en remportant cet ultra-trail mythique de 161 km avec 5500 mètres de dénivelé positif à Auburn, Californie. Olson, 29 ans, a dominé la course masculine en 14 heures, 11 minutes et 25 secondes, à 2 minutes du record de l'épreuve et 6 minutes en avance sur son compatriote Chris Myers et près de 8 minutes devant le champion mondial Kilian Jornet. Ce dernier, de retour 14 ans après sa victoire de 2011, a salué son adversaire. Aujourd'hui, c'était une belle course, c'était super cool de revenir ici à la Western avec, il faisait très très chaud, donc du coup, moi j'ai parti plutôt pas conservateur parce qu'ils sont partis très très fort devant, mais j'essayais de garder un peu les jambes et puis les derniers 30 km attaqués. Et finalement, c'était une belle bagarre, c'est les courses qu'on aime. Donc oui, ça, même si c'est dur, ça donne envie de revenir. Chez les femmes, l'américaine Abby Hall l'emporte en 16h36 minutes 16 secondes, près de 10 minutes devant la chinoise Fusao Xiang et près de 14 devant la canadienne Marianne Hogan. La chaleur extrême, 40 degrés, et la difficulté du parcours ont causé des abandons notables, dont celui du champion français Vincent Bouillard. Ce soir, Politique Éco, et demain à partir de 7h, vous pourrez découvrir notre Zoom avec le philosophe Jérôme Ravenet sur son ouvrage Souveraineté à la chinoise. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.